Les grands enjeux sur Docteur TV, bienvenue. Nouveau numéro. Et nous sommes sur ce plateau avec Gado Bema. Il est le directeur exécutif de l'ONG Stade, promoteur de l'entreprise sociale Green Industry Place Togo. Et vous êtes surtout le président du conseil d'administration de l'UONTO, l'Union des ONG du Togo. Bienvenue. Merci, Issifou. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, vous êtes fraîchement élu à la tête donc, de cette fêtière. On verra bien ce que vous comptez faire pour que les populations puissent bénéficier des soins de qualité en tant que société civile. Également avec nous au plateau, M. Aristide Abeyeta Djenda, vous êtes le directeur exécutif de cette fêtière qui est née il y a longtemps. Oui, depuis 93, 1993. On verra bien ce que vous avez fait pour les populations depuis ce temps-là. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes avec l'UONTO. Nous sommes en train de parler de l'accès des populations, notre accès à nous et eux également aux soins de qualité. Et quel est le rôle, quel est le leur pour contribuer justement à ce que nous ayons des soins de qualité. C'est vrai que l'Afrique subsaharienne dépend en partie, M. Gallo, de l'extérieur pour sa santé. Exactement. Chose qui n'est pas normale. C'est malheureusement ce que nous constatons. Pourtant, si on fait l'évaluation on fait sérieusement l'évaluation des produits pharmaceutiques, on se rendra compte que la plus grande partie de la matière première pour la fabrication des produits pharmaceutiques quitte de l'Afrique. Voilà. Et donc, du coup, c'est cette tendance-là que nous devons tous faire pour renverser, de sorte à ce qu'à un moment donné, les Africains puissent véritablement prendre le contrôle de leur santé et de pouvoir développer les technologies nécessaires pour la production des produits que nous devons inverser la tendance et aller vers une réelle souveraineté. Justement, vous êtes de la société civile, il y a une fêtière qui est là. Quelle est la vision fondatrice justement de l'UONTO et ses missions en lien avec la santé? L'UONTO est une fêtière dont vous avez tout à l'heure évoqué, qui est née depuis 1993 et qui a une histoire, une très grande histoire en matière de contribution à l'épanouissement des populations et qui a travaillé sur plusieurs enjeux, notamment tous les enjeux qui concernent le développement. Donc l'UONTO travaille sur les différentes thématiques et c'est une grande fêtière qui regroupe les ONG sur le territoire national. Et donc l'UONTO est une centrale qui travaille sur la coordination, n'est-ce pas, de l'ensemble des actions développées par ces ONG membres. Et c'est pour ça que vous ne verrez pas l'UONTO dans un domaine spécifique. Absolument. N'est-ce pas, puisque les organisations de la société civile ont en charge des thématiques différentes. Et donc l'UONTO se charge véritablement de coordonner toutes ces actions-là sur le terrain et de pouvoir recenser, n'est-ce pas, les données clés des activités développées par ces membres, par les OSC sur le terrain, et de pouvoir fournir ces données-là à l'État. Et donc c'est pour cela que l'UONTO, véritablement sa mission, c'est de pouvoir accompagner ces acteurs-là à être professionnels et à pouvoir, n'est-ce pas, être performants en termes de résultats et d'impact sur le terrain. Et comme ça, l'UONTO pourra avoir suffisamment les données et partager avec l'État pour que l'État puisse véritablement construire son plan de développement. Et en termes donc de redevabilité, cela vous positionne à juste titre parce que vous l'avez dit, le mot est lâché. Être professionnel, c'est vrai qu'on contrôle l'action de l'État, mais en même temps on est redevable également vis-à-vis de l'État. Et des partenaires qui mettent les moyens à votre disposition pour faire le travail. Et les bénéficiaires d'ailleurs, qui sont les premières cibles pour lesquelles vous travaillez. Alors,
Monsieur Djenda, vous êtes le directeur exécutif, vous êtes plutôt le bras terrain de la fêtière, on vous appelle comme ça. Alors, vous êtes engagé ces dernières années, sur les questions de mutuelles et arrive la CSU, la couverture santé universelle. Et là, on vous a vu encore sur le terrain prendre le lead, organiser des ateliers. En fait, l'objectif, c'était quoi? Où est-ce que vous mettez justement la CSU? Quelles sont les avancées depuis tout ce que vous avez fait sur le terrain pour voir un peu que la couverture sanitaire universelle est en train de se mettre en place et que vous êtes au point pour pouvoir jouer le rôle qu'est le vôtre? Merci. Merci, cher monsieur Issifou, de me donner la parole à la suite de celle prise par mon président. Oui. Nous l'appelions affectueusement le jeune doyen. Pas le président très très fondateur. Voilà, justement. Ou bien c'est plutôt le président très très fondateur. Donc, de par vraiment son dynamisme, je crois qu'il aura l'occasion de compléter parce qu'il agit sur l'aspect prévention. Tout à fait. Très bien dans tout ce qui est hygiène, dans tout ce qui est donc assainissement. Tout à fait. Donc, il a fait ses preuves parce que la santé, ce n'est pas seulement les soins. Bien sûr. C'est d'abord et avant tout la prévention. Absolument. Donc, je pense qu'il aura l'occasion de revenir là-dessus. Amende honorable, donc, voilà. au président, très très fondateur, au jeune doyen. Voilà, plus sérieusement alors. Par rapport donc à la couverture sanitaire universelle, je voudrais avant toute chose féliciter et remercier le gouvernement du Togo qui s'est engagé il y a plusieurs années déjà sur la question de l'accès universel à la santé dans notre pays, le Togo. Oui. Donc, nous avons travaillé ensemble à mettre en place donc, les textes et nous les avons validés ensemble. Quand je parle des textes, les textes qui ont fondé vraiment la CSU au Togo, y compris les mécanismes donc de financement innovant pour faire en sorte que, progressivement, tout citoyen togolais ou toute citoyenne togolais puisse accéder aux soins de qualité. De qualité, absolument. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons contribué, donc, à côté donc, du gouvernement togolais, à élaborer ces textes-là, à faire les études de faisabilité de la CSU, beaucoup plus axé sur les scénarios donc, de financement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est vraiment un long chemin pour nos pays qui ont des ressources limitées. Lorsque politiquement, on s'engage à faire en sorte que... Un grand chantier. Voilà, justement. Donc, pour que cela ne se révèle pas un gouffre financier. Tout à fait. Donc, c'est en cela vraiment, Lionto salue et félicite le gouvernement togolais. Et nous l'encourageons vraiment à avancer. Et nous avons fait beaucoup de progrès, il faut le dire. D'abord, au niveau de la gouvernance. C'était à une époque donnée, c'est qu'il y avait des interventions disparates. Chacun faisait vraiment ce qu'il pouvait faire. Donc, il n'y avait pas véritablement un plan intégré. Les initiatives étaient plus ou moins éparses. Voilà. Donc, le gouvernement a perçu donc, ce problème et plusieurs acteurs, enfin plusieurs partenaires techniques et financiers, dont entre autres la Banque mondiale, le PNUD, l'OMS, l'UNICEF, l'USAID, on va dire la défense USAID. Ouais, qui n'est plus. Voilà, justement. Grâce au président Trump. Voilà. le gag rule de plein qui frappe le continent. Voilà. Et particulièrement le Togo. Voilà. Et donc, tous ces partenaires
et se sont engagés à accompagner le gouvernement à régler la question principale donc, de gouvernance. Oui. Donc, c'est ainsi que, et à travers l'ONG CERUD, qui est une ONG basée au Bénin, oui. Donc, qui a eu le financement pour accompagner plusieurs pays, dont le Togo. Oui. Et donc, cette ONG a identifié des fêtières au niveau de chaque pays, oui. Donc dans le Togo, pour faire le plaidoyer, oui. En vue d'avoir un plan unique et intégré autour de la couverture sanitaire universelle. Alors, donc sur ce point, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, on a participé, bien évidemment, à l'élaboration et à la validation du plan intégré autour de la CSE. Et ensuite, nous avons eu à former les organisations de la société civile, oui. Pour qu'elles puissent participer. C'est-à-dire que les membres de la fêtière, voilà, ont été formés sur le sujet, oui. Sur le plaidoyer, sur la mobilisation des ressources. Et particulièrement les ressources domestiques. Les ressources domestiques, justement. Donc, c'est le point central, oui. De notre travail. Ce qui a été fait sur le terrain, voilà. Et là où on en est aujourd'hui. Tout à fait. Donc, nous avons déjà élaboré 2 rapports donc, qui mettent l'emphase sur les financements du pays, oui. Les financements domestiques. Oui. Donc, donc, liés à la santé, oui. Et ces rapports avaient été publiés. Et nous faisons le plaidoyer. Et donc nous rencontrons. Vous continuez le plaidoyer. Voilà. Vous rencontrez tous les acteurs. Voilà. Vous rencontrez les partenaires encore qui sont restés. Voilà. Et qui peut-être resteront, on espère bien. Tout à fait. Mais de toute façon, on ne peut s'en prendre à personne si on veut avoir sa souveraineté en matière de santé. Je pense que l'on aurait pu déjà s'engager depuis le temps, depuis l'objectif d'Abuja, oui, en 2009, voilà. Je crois, où il a été décidé justement que 15% du budget soit consacré. Aucun pays n'est encore, même au quart du parcours au tiers. On nous annonce souvent des chiffres, oui. Des pourcentages. Après, ça regresse, ça revient. Voilà. Il n'y a pas de stabilité. Même le Grand Nigeria, oui. N'est pas arrivé à octroyer les 15%. Oui. Alors, comment expliquer justement ce déficit d'engagement au plan financier de nos États pour la santé de leur population? Ça ne se comprend pas. Oui, mais je pense que pour comprendre les difficultés sur le déficit, le DE, il est là. Oui. L'UONCTO est un acteur clé qui fait la diffusion du budget citoyen sur le territoire national. Oui. Et nous savons comment la répartition des ressources, des recettes de l'État sont faites. Oui. Et à la fin de cette répartition, ce qui reste comme budget pour investir dans les investissements, dans les autres secteurs d'activité. Donc, si l'État veut orienter à l'état actuel son budget, sa recette en grande partie sur la santé, c'est que l'éducation va être abandonnée. C'est que les autres secteurs vont subir le coup. Donc, c'est le plus grand défi. Mais c'est de voir comment on fait l'optimisation des ressources, voilà. Et renforcer sur des services sociaux de base. Alors, c'est un problème commun à tous les pays africains, surtout les pays en Afrique subsaharienne. Ce déficit-là, cette dépendance notoire vis-à-vis de l'extérieur pour sa santé et pour bien d'autres domaines. Et depuis des années, on n'est pas arrivé justement à combler le gap, à faire en sorte de réduire cette dépendance-là. Et on en est là encore à se poser des questions. On l'a dit tout à l'heure, la défunte USAID qui n'est plus. Avant, bon, ben, vous voyez encore les véhicules qui circulent à USAID. Même si ce véhicule circule aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit le carburant de l'USAID qu'il y a dedans. Oui. Mais je pense véritablement que c'est un sujet fondamental que vous posez. Et cela interpelle encore sur la question de la souveraineté des États. Oui. Parce que nous avons construit pendant longtemps nos stratégies sur la dépendance économique. C'est ça. Et donc, nous n'avons pas appris à nous débrouiller seuls sur des enjeux. Et nous n'avons pas appris à construire
n'est-ce pas, une économie forte à l'intérieur de nos États. Tout à fait. Et donc, comme les gens nous ont appris à nous dépendre d'eux, pendant longtemps, nous avons cultivé cette habitude-là. Ah, oui. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui qu'il faut comprendre, parce que les décisions, vous avez parlé de l'USAID tout à l'heure, et des décisions de Donald Trump qui fragilisent toutes les économies africaines aujourd'hui, par rapport au fait que la plupart des financements viennent des États-Unis et que ces financements sont en train d'être interrompus. Donc le Millennium Challenge Account, le MCC, etc. Il y a plein de choses. Tout ce qui est initiative américaine. Beaucoup de financements qui sont en train d'être amortis aujourd'hui. Et c'est un choc parce qu'aucun État africain n'était préparé à ça. Et même quand la menace était là, c'est là où le bas blesse surtout. Voilà. Quand la menace était là, quand il venait, personne n'a pris au sérieux justement. Exactement. Cette menace. Exactement. On s'est dit, il ne le fera pas. Il ne le fera pas, mais il l'a fait. Et ça doit attirer notre attention à tous. Et le président Talon l'avait dit au cours d'une conférence internationale, que ça doit être une leçon que tous les dirigeants africains doivent tirer pour changer les modèles de gouvernance. Et nous, au niveau de la société civile, nous anticipons parce que depuis les 3 dernières années, Lyontoo organise des ateliers de partage d'expérience avec ses membres et enseigne à travers ces ateliers-là les membres à comment s'autonomiser. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des structures au sein de Lyontoo qui ont développé des stratégies performantes d'autonomisation. Et ces stratégies pour leur survie, surtout. Et donc, ça semble marcher. Pour ceux qui semblent marcher, on les invite à partager leur expérience avec les autres. Et donc, ça sert de cas d'école pour les autres, pour créer ce concept de solidarité entre les membres et de partage d'expérience pour permettre à ce que chacun puisse développer des stratégies d'autonomisation. Et je pense que, en quittant la plupart de certains modèles de réussite, même pour les États, viennent parfois de la société civile. Et donc, je pense que l'initiative que nous sommes en train de construire au niveau de Lyontoo va progressivement monter, surtout au niveau de l'État, si elle arrive à démontrer son efficacité en termes de gouvernance. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte mondial se présente d'une façon particulière. Il y a beaucoup d'interrogations. Dans cet élément déjà qui va passer, on va voir un peu toutes les questions que les gens se posent. De quoi sera fait, disons, on va dire, le contexte, le système sanitaire de manière globale de l'Afrique demain. On se pose des questions. Si tous les financements sont en train de partir, parce que la plupart, justement, comme vous l'avez dit, viennent des États-Unis. Nous revenons. Le rôle de la société civile dans l'accès aux soins de santé de qualité est crucial, agissant comme catalyseur pour l'amélioration des systèmes de santé, la défense des droits des patients et la mise en œuvre de programmes de santé efficaces. Elle représente un pont entre les populations, les gouvernements et les autres acteurs du secteur de la santé, garantissant que les besoins des communautés sont pris en compte. Les organisations de la société civile OSC comblent les lacunes des systèmes de santé publique en fournissant des services de santé directs. Cela inclut la gestion de cliniques mobiles, de dispensaires, de centres de dépistage et de prévention. Elle joue un rôle essentiel dans la lutte contre des épidémies comme le VIH-Sida, la tuberculose ou le paludisme, en assurant l'accès aux traitements et en menant des actions de sensibilisation. La société civile est au cœur de la mobilisation communautaire. Elle organise des campagnes de sensibilisation pour encourager les populations à adopter des comportements sains, à se faire vacciner ou à utiliser les services de santé disponibles. Ce rôle éducatif est fondamental pour renforcer la littératie en santé des populations et leur capacité à prendre des décisions éclairées concernant leur bien-être. Malgré son impact indéniable, la société civile est confrontée à des défis majeurs. Le financement reste une préoccupation constante. La durabilité de leurs actions est souvent compromise. Le renforcement des partenariats entre la société civile, les gouvernements et le secteur privé est essentiel pour construire des systèmes de santé plus résilients et équitables. Retour donc au plateau avec nos invités. Nous sommes avec M. Gado Béma. Vous êtes le président de l'ONG Stade, promoteur de l'entreprise Social Green Industry Place Togo. Vous êtes également et surtout le président du conseil d'administration de Lyontoo.
Également avec nous, monsieur Aristide Djenda, vous êtes le directeur exécutif de la grande fêtière des organisations de la société civile du Togo. Alors, nous étions en train de parler justement de ce défi énorme à relever par les États africains par rapport justement au financement de la santé. Et vous le disiez dans votre première intervention, vous avez travaillé, conduit des plaidoyers pour qu'aujourd'hui, l'on puisse aller véritablement quérir les ressources qui sont encore disponibles sur le continent. Et Dieu sait qu'il y en a. Ah, tout à fait. Non, tout à fait. Non, je crois que, M. Sifou, vous avez raison. Hein. La problématique du financement de la santé pour nos États reste véritablement un défi. Vraiment un défi. Sinon un défi énorme. Hein. Voilà. Oui. Donc, où trouver les ressources et surtout, comment les utiliser de façon rationnelle. D'abord source, ensuite bonne gouvernance. Bonne gouvernance. C'est toute la problématique. Alors, donc, par rapport aux sources, nos États n'ont pas de choix que de mobiliser leurs propres ressources, les ressources internes. Oui. Et donc, par rapport aux ressources internes, nous pensons qu'il y a beaucoup de potentiel. Sur le terrain. Et oui, il faut le valoriser, il faut vraiment le valoriser. Oui. Donc, nous avons regardé un peu du côté, quand on prend le cas du Togo, nous avons un peu regardé du côté donc, du secteur minier, Oui. qui pouvait vraiment contribuer, Oui. contribuer à financer la santé si tout le potentiel avait été exploité, transformé. À bon escient. Voilà. Donc, je crois qu'il y a beaucoup donc, de potentiel de ce côté-là et bien d'autres sources. Donc la matière existe, c'est de créer la richesse. Voilà. Vous pouvez imaginer aujourd'hui que par rapport au budget global des soins de santé au Togo, eh bien, le financement direct du ménage représente parfois 60-70%. Absolument. Les gens financent leur propre santé. Leur propre santé. Et c'est au comptant d'ailleurs. Et c'est au comptant. Donc vous voyez, je crois qu'il y a un peu de boulot de ce côté-là à faire. C'est pas un peu du grand boulot. Ah oui, oui. Parce que l'OMS recommande, Oui. que moins de 30% soit financé par les ménages. Absolument. Mais nous, on est au double. Ça veut dire qu'il y a un gap énorme à combler. Un gap énorme. Alors, donc, mon président l'a dit tout à l'heure, l'État a mis en place ce que nous appelons budget citoyen. Donc, l'État ou le gouvernement togolais fait en sorte que le budget, une fois qu'il est voté par l'Assemblée nationale et signé par le président de la République, eh bien, que ce budget-là soit transformé en un langage simple, accessible par tous les citoyens. Voilà. Il n'en a parlé. Et nous, non seulement on est membre du comité de rédaction, de ce souci de transparence. C'est très important. C'est-à-dire quand on dit on va utiliser tel nombre de milliards pour toute l'année, pour le bien-être des populations, parce qu'au finish, c'est ce qu'on vise. En fait. Voilà, justement. Alors on dit, voilà ce qui va être fait pour toi qui es menuisier, voilà comment tu vas avoir les retombées Très bien. de ces fonds-là qu'on est en train de mettre à exécution, je vais dire ça comme ça. Tout à fait. Vous, la revendeuse des beignets de l'autre côté, vous êtes également partie prenante, vous êtes conservé. Voilà comment cela peut jaillir sur votre quotidien, sur votre bien-être. Et c'est là où vous intervenez. Voilà. Et ça, c'est vraiment un actif, ça mettra à l'actif du gouvernement donc du Togo. Donc, ce travail nous a permis d'analyser le budget un exemple, le budget de 2022. Oui. Donc, quand on a examiné le budget de 2022, par exemple, quand on sort tout ce qu'il y a comme charges et autres là, oui. Je vous assure, il restait à peine 30 milliards pour investir dans tous les secteurs. 27 milliards. Voilà, 27 milliards.
Alors 27 milliards, vous allez faire quoi? C'était combien au départ? Parce que si vous donnez ce qui reste, il faut donner ce qui était au départ. On rappelle. Non, mais sur près de 2000 milliards de budget. Vous voyez, fonctionnement, tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est paiement de la dette, surtout la dette extérieure. Mais quand on sort tout ça là, bon, il restait 27 milliards exactement. Pour l'investissement. Et ce n'est pas un seul secteur, hein, que ce soit pour la santé, l'éducation, il vient de le rappeler, et bien d'autres secteurs. Comment pouvez-vous, en ce moment-là, financer, ne serait-ce que la santé du pays? Ça veut dire que la maigre ressource qui reste, il faut pouvoir la répartir sur les autres. Absolument. C'est vrai que si le chiffre est bon, nos sources restent encore discutables peut-être. Ça, c'est le budget de l'État. 1875,8 milliards de francs CFA. Donc, après la loi rectificative, bien sûr, parce que il y avait 1760 milliards de francs CFA au départ. Ça, c'est le budget 2002, si nos chiffres sont bons. Voilà. 2022. Donc, vous voyez. Donc... Et le déficit à l'époque déjà du PIB était de 5,1%. Et donc ce que vous êtes en train de dire, ça confirme donc en fait l'inquiétude criarde. Ça c'est pour le Togo. Les autres pays de la sous-région, on verra également, même si certains budgets peuvent être, disons, appréciés, mais tout reste finalement relatif. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vraiment l'ensemble donc de nos États. Cette situation, elle n'est pas que une exclusivité togolaise, mais c'est l'ensemble vraiment. Mais chacun prêche pour sa chapelle de toute façon. Mais je pense que, oui, Monsieur le Président. Je pense que, comme on l'a dit, aujourd'hui les États doivent comprendre que seule l'industrialisation de nos pays peut contribuer véritablement à enclencher un développement endogène. De toute façon, ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que le DE le disait, où est-ce qu'on collecte les recettes? Où on collecte les recettes de l'État? Si l'extérieur fait, on ferme le robinet. De toute façon, il faudra que l'on vive et que l'on survive. On collecte où qu'on appelle les recettes de l'État? C'est auprès des entreprises. Tout à fait. C'est les entreprises qui payent les impôts. Et c'est ces impôts-là qui sont reversés au trésor public et qui constituent la recette de l'État. Les entreprises, les ménages également. C'est-à-dire que c'est ça justement. C'est pour ça que vous êtes là pour expliquer aux populations ce qui est mobilisé, c'est vos fonds. Voilà comment ça va être utilisé. Et voilà comment en fait vous aussi vous en profitez. Et donc aujourd'hui, si les pays occidentaux nous apportent de l'aide, c'est à travers la collecte des recettes qu'ils font au niveau de leur secteur industriel, au niveau de leur population, etc. Toutes les conditions de développement interne qui sont développées, qui leur permettent de pouvoir financer les besoins sociaux et d'avoir des excédents sur lesquels ils apportent de l'aide aux autres pays. Donc je pense qu'il faut que nous aussi, on apprenne ces leçons-là, et qu'on comprenne que nous devons pousser nos pays à aller vers l'industrialisation. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'une population de 8 millions d'habitants peut effectivement avoir les besoins et les services de 2 milliards, qu'on appelle de 2 millions, de 2000 milliards pour vivre aujourd'hui, pendant une année? Non. Il y a une réalité. Donc l'État, dans ces conditions-là, difficilement mobilise ce financement de 2000 milliards, donc est obligé d'aller chercher les investissements des dettes ailleurs pour venir investir dans les infrastructures. Voilà, d'où les emprunts. D'où les emprunts. Et donc, il faut que nous essayons de revoir notre système économique et de créer des conditions. La question du financement durable, justement, là, on est en train d'en parler. Exactement. Parce que c'est ça. Le dialogue que vous avez donc enclenché, justement, le DE le disait, permet justement d'arriver à se dire qu'on a des engagements concrets qui sont obtenus, on réduit justement les déficits, on permet aux ménages de pouvoir supporter
le financement de la santé, d'où la CSU, dont on a rappelé tout à l'heure, a fait l'importance de l'initiative, encore que la bonne gouvernance prévale et qu'on dise que le projet est mené à terme et que le projet survit autant. Ça aussi. Maintenant, il y a la question des partenariats durables. Ça, c'est, nous avons parlé de fonds domestiques, Monsieur Djenda. Si aujourd'hui, on est en train de parler donc de fonds domestiques, on va les chercher là où vous avez dit tout à l'heure, le secteur minier, c'est un exemple qu'on donne. Il y a d'autres domaines aujourd'hui. Aujourd'hui, l'écologie est là. On peut créer de la richesse et vous en êtes. Il a parlé de l'industrialisation. Voilà, l'industrialisation. La matière première pour produire les médicaments, ça vient de chez nous. Il faut pouvoir arriver à transformer. Maintenant, au niveau du partenariat, le secteur privé est là, le secteur public est là, et on a donc les individus. Comment est-ce que vous travaillez pour que tous ces acteurs-là puissent se dire on peut aller vers un cadre harmonisé, on peut travailler de manière solidaire pour répondre aux besoins qui sont les nôtres finalement. Merci, merci Monsieur Issifou. Nous avons actuellement démarré à Uonto avec notre partenaire, le réseau des associations des personnes vivant avec le VIH. Un plaidoyer à travers un projet intitulé « Projet de renforcement de la société civile sur la CSE » et plaidoyer pour la création d'un cadre de concertation et de suivi participatif à la mise en œuvre de la CSE et son financement. Donc, le texte existe. Où tous les secteurs dont vous venez de citer sont membres. D'accord. Donc aujourd'hui, on a un comité pour ça. Au moins pour chaque, disons, domaine, une organisation de la société civile qui travaille là-dessus. Oui. Donc, j'avais parlé entre-temps pour le démarrage de la CSE, qu'il fallait régler la question donc, de gouvernance. Donc, au niveau de la gouvernance, il est prévu ce cadre-là de concertation et de suivi participatif de la mise en œuvre de la CSE, y compris son financement. Où sais-je, la puissance publique, le secteur privé, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers du pays. Toutes les parties prenantes. Voilà. Donc, mais ce cadre-là ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc, à travers donc, ce projet financé par l'Union européenne, nous sommes en train de faire le plaidoyer pour que ce comité-là puisse véritablement fonctionner. C'est là où nous allons discuter donc, de l'état de mise en œuvre de la CSE qui a démarré à travers les deux organismes de mise en œuvre, à savoir l'INAM et la Caisse nationale de sécurité sociale. On doit rester ensemble pour faire le point, pour voir nos succès, nos avancées, pour voir aussi nos difficultés, les écueils, les écarts, les analyser et voir, bon, qu'est-ce qui fait que, bon, il y a des écarts et comment on les lève, sachant pertinemment que le principal frein, c'est le financement. Et donc, en fait, tout le monde est conscient que le monstre qu'on a en face, il présente plusieurs visages, il a plusieurs têtes. On a pu dénombrer les têtes que ce monstre a. Maintenant, c'est qu'il faut réfléchir pour savoir par quelle tête on commence, parce qu'il faut décapiter toutes ces têtes-là. Et là, justement, ça nous amène à parler de la collaboration. On a déterminé, déjà la collaboration, c'est vrai qu'elle est là, mais en termes d'analyse, en termes d'évaluation, maintenant, au niveau de l'engagement, au niveau de l'action, qu'est-ce qu'on met dans la balance? Qui va faire quoi? Et qu'est-ce qui va se passer? À commencer par vous qui êtes le regard, disons, les yeux des populations. Exactement. Je crois que, comme le DE l'a dit, normalement, le comité étant mis en place,
normalement, il devrait avoir naturellement la collaboration. Tout à fait. Pour que le comité puisse fonctionner. Et généralement, dans ces genres de circonstances, c'est une question de volonté. Tout à fait. Et il faut que les acteurs arrivent à cultiver une volonté de travailler ensemble sur des enjeux communs. Ça veut dire que la puissance publique, on va être concret, dit d'accord, le problème il est là. Il est là. J'accepte de travailler avec vous. Voilà. J'accepte de prendre vos recommandations en compte, Exactement. les transformer en action sur le terrain Oui. et vous permettre, vous, d'évaluer Voilà. et de continuer à me dire, ah non, 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 ça ne va pas, ça va là. Je pense que parfois, on a juste des peurs, des craintes Voilà. sur des choses qu'on ne devrait pas en avoir. Climat de confiance. Climat de confiance. Et j'ai l'impression parfois que le fait qu'on ait d'autres acteurs qui portent un regard sur ce qu'on fait. Voilà, sur ce qu'on fait, c'est comme si on les contrôle. Oui. Non. Mais normalement, on devrait les contrôler, non? Même si on les contrôle, même si on les contrôle. Oui, c'est toujours pour leur bien de toute façon. C'est pour leur efficacité. Parce que nous sommes dans une dynamique de chercher un objectif commun, l'épanouissement. Et il y a des acteurs qui doivent décider. Il y a des acteurs qui doivent être opérationnels. Il y a des acteurs qui doivent suivre ce qui se fait sur le terrain et qui sont en contact permanent avec la réalité. Oui. Et donc, l'ensemble de ces acteurs-là devraient ensemble collaborer sur le même enjeu pour avoir l'efficacité. Et en toute transparence. Et en toute transparence. Voilà. Pour avoir l'efficacité sur les actions qui sont posées. Oui. Mais le problème, c'est que au départ d'un projet, on est tous conscients que c'est comme ça qu'on doit organiser la structure de gestion. Mais c'est dans la mise en œuvre que les problèmes bon, on se débine. Il y a des TDR qui passent sans budget. Il y a des TDR, des thèmes de référence qui passent sans budget. Quand vous demandez, on dit non, lisez juste la littérature. Enfin, regardez la littérature et revenez-nous, c'est ça? Tout à fait. Donc, je pense que le travail que Lionto est en train de faire, c'est un travail de reconnecter les acteurs, un travail de création de la confiance à l'intérieur et se dire que nul n'est braqué sur son prochain, mais l'essentiel c'est que nous tous nous puissions travailler en toute transparence pour que les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'épanouissement de la population, ces objectifs puissent être atteints. Et c'est cette démarche constructive dans laquelle nous sommes pour pouvoir véritablement amener aussi bien l'État, aussi bien les partenaires techniques et financiers, aussi bien le secteur privé, à comprendre le sens véritablement du partenariat, de la collaboration. Parce que l'entrepreneur, lui, il vise avant tout, c'est-à-dire que le bénéfice, l'intérêt, quand on lui demande de venir financer la santé des populations, il est en droit de se dire combien je gagne en retour. Tout à fait. Ou bien, monsieur non, c'est bien ça. Hein? Non, c'est bien ça. Ça, je pense que il y a une petite déclic quelque part qui reste. Oui. Quand on prend le budget citoyen, c'est un outil de transparence excellent. Normalement. C'est l'État qui a mis ça en place. On devrait vraiment, comme il a dit, mieux s'organiser. On n'a pas cité les journalistes. Les journalistes que vous êtes. Vous devez être dans ce comité. C'est pour ça que vous êtes ici. Voilà. Si on ne nous prend pas dans le comité, nous derrière, voilà. On va vous amener. Oui, justement. Parce que nous irons à la source, nous irons chercher l'information et nous allons organiser des débats. Et parfois de la mauvaise information. Mais quand on refuse de la donner, le journaliste n'a d'autre choix que d'aller l'acquérir. L'erreur que nous faisons, d'ailleurs, justement, on en parle dans une ambiance, c'est vrai, très très détendue, mais ça reste quand même un sujet très sérieux. Là où l'on se méprend, on se fait des illusions, c'est que, quoi qu'on fasse aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, l'information ne peut plus se cacher. Non, absolument. Non. Il vaut mieux plutôt s'ouvrir, accepter la collaboration, travailler ensemble. Et aujourd'hui, quand on est là, vous appelez à l'action, vous appelez
à la collaboration multisectorielle, je l'ai dit. Celui qui amène un franc, il faut qu'on le rassure de ce qui lui revient. Et au moment venu, qu'il puisse vraiment rentrer dans ces fonds. Qu'il n'ait pas peur d'investir dans la santé des populations. De toute façon, c'est le meilleur investissement qui soit. Les populations qui se portent bien, elles peuvent travailler, les entreprises peuvent mieux prospérer. Et le retour, c'est notre bien-être à nous tous. Quelles peuvent être les priorités aujourd'hui? Tout à fait. De façon globale, on a donné les choses, M. Dienda. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ce dont nous parlons, qu'est-ce qu'on dit? Qui fait quoi? Qui doit agir? Et qui n'agit pas, c'est où on va? Quels sont les secteurs peut-être qu'il faut beaucoup plus titiller pour pouvoir sortir de l'argent? Et voilà, les populations elles-mêmes, quelle doit être normalement leur attitude aussi? Voilà des choses sur lesquelles nous allons finir notre émission. On a encore un peu quelques minutes. On va y aller pêle-mêle. Merci. Non, du côté de la population, son rôle est bien défini dans ce document de budget citoyen. C'est vraiment le contrôle citoyen. Il est prévu, je donne un exemple, en 2024, la construction ou la réhabilitation d'une formation sanitaire. Tout à fait. Quelque part dans la région des Sabanes, ou je ne sais pas où. Donc, le rôle de la population, c'est vraiment suivre la réalisation de tels ouvrages. Si au départ on a dit que le bâtiment aura 4 salles, 2 blocs opératoires, tout à fait. Voilà, de l'espace pour les accompagnants. Très bien. Une pharmacie et peut-être un aire de jeu pour ceux qui ont besoin de rééducation, de réadaptation. La population doit noter, chercher à comprendre ce que c'est que tout ça. Et sur le terrain, avoir l'œil. Très bien. On n'a pas vu la 3e salle. On n'a pas vu l'aire de jeu. Très bien. On n'a pas vu tant. Voilà. C'est ça le travail qu'on attend de chacun des citoyens. Donc c'est l'État qui a décidé, ok, je vais être transparent, je mets un budget, je vous permets de me demander pourquoi on n'a pas fait ceci. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Donc l'État a créé l'environnement. Donc c'est à nous, en tant que citoyens, de saisir cet environnement et apporter notre petite contribution. Tout à fait. Dans le même document, et à travers des lois nationales et internationales, il est dit comment le citoyen lambda peut influencer le budget de l'État. Tout à fait. À travers, par exemple, les médias que vous êtes. Vous avez un rôle très important. Tout à l'heure, on reviendra vraiment pour remercier Dr TV. On va le faire. On va le revenir. Vous allez conclure. Voilà, on va revenir. À travers vous, donc à travers nos députés, à travers nos maires, etc. Et dit, on nous a promis des choses, on n'a pas vu, et le peu qu'on a fait, voilà comment ça a été fait. Il est prévu le bureau citoyen par commune. Ah ben voilà. Le bureau citoyen. Donc, il y a tous ces créneaux-là qui sont créés pour permettre aux citoyens de participer à la définition donc, des priorités donc, de l'État. Du moment qu'on est objectif, du moment qu'on est sérieux dans ce qu'on fait, et que l'objectif n'est pas de détourner l'attention, c'est d'aller justement pousser le décideur à plus d'efficacité. Les uns les autres doivent comprendre que le cadre, il existe, et qu'il faut le saisir. Il faut le saisir. Et que chacun agisse dans l'intérêt commun. On est en train de finir comme ça, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, je voudrais... Oui, vous finissez. Oui. Et puis on va aller vers le message. En dehors, vraiment, en plus de la gouvernance globale dont on a parlé, et de tout ce qu'il faut faire vraiment pour rentrer de l'argent dans ce pays, moi, nous voulons vraiment suggérer, on l'a toujours dit, que nos États doivent maîtriser leur propre économie. Ah ouais. Si nos pays ne maîtrisent pas leur économie, il ne faut pas rêver. Donc c'est pour ça qu'on a toujours suggéré... Et éviter aussi la fuite des capitaux. Voilà, suggérer au chef de l'État togolais de bien vouloir créer un ministère. Le président du Conseil. Le président du Conseil, de bien vouloir nommer un ministre en charge, un ministre de l'économie. Il est là, c'est vraiment l'économie. Rien que ça. Rien que l'économie. Parce que... Et on met les finances à part. On met les finances à part.
C'est ça, parce que l'économie, c'est celui-là qui cherche là où se trouve l'argent. Oui, comment il fait pour rentrer l'argent? Il faut que ce soit un artificier de la création de richesses. Non, absolument. Et Dieu qui en a. Mais c'est ça. Sinon, si on travaille comme on le fait aujourd'hui, bon, voilà, la situation ne va pas s'améliorer. Nous tous, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, on est à un point de non-retour, où nous sommes obligés de travailler, de changer notre façon de faire, parce que les choses sont en train de changer. Le contexte international nous l'impose. D'ailleurs, on a relevé tout à l'heure la disparition, la mort, le décès de certains financements. Et donc, cela nous interpelle. On va finir comme ça, mais je commence avec vous, monsieur Dienda, pour finir avec César. Merci. Le jeune frère, c'est ça? Le fondateur. Voilà. Je voudrais... Quel est votre message à l'endroit de ceux qui nous regardent, mais également vos sentiments pour SOS Docteur TV? D'accord. Donc, merci. Et moi, je voudrais toute chose rappeler quand même nos perspectives. Hein, à Yonto. À Yonto, nous sommes en train, nous allons renforcer, continuer ce que nous faisons déjà à travers la lutte contre les différentes maladies. Tout à fait. Vous avez travaillé aussi à l'introduction de certains vaccins. Voilà, justement. De le rappeler. Tout à fait. Oui. Donc, on va poursuivre et renforcer. Comment? Nous venons donc de faire une étude sur les populations clés et vulnérables à certaines maladies, dont la tuberculose. Nous les appelons populations clés et vulnérables. C'est entre autres nos populations qui vivent dans les ghettos, vous savez qu'ils sont exposés. Oui, bien sûr. Voilà, donc vous avez les pauvres urbains, ils sont nombreux, etc., etc. Les professionnels de sexe Paris. Les professionnels de sexe, etc., etc. SHS, on va détailler. Voilà. Tout à fait. Donc, nous avons estimé leur taille pour 2 régions, Grand Lomé et Maritime. Donc nous recherchons le financement pour couvrir l'ensemble du pays. La proximité est là. Voilà, et pour estimer ces personnes vulnérables, mettre à la disposition de l'État et ses partenaires, et dire, mais attention, comment on va travailler à mettre le focus sur leur santé. De toute façon, ces gens-là, ce sont des travailleurs, c'est de la ressource humaine qui peut contribuer à quelque chose si effectivement ils jouissent d'un bien-être adéquat. Tout à fait. Donc voilà. Et nous avons parlé tout à l'heure donc du comité. C'est la CIC. Donc on va continuer le plaidoyer. Et avec l'intégration bien sûr des médias, ça c'est très important. Voilà. Sinon les médias iront chercher les informations. Tout à fait. Votre message. Et donc vraiment, je voudrais profiter de l'occasion. Comme on l'a dit, sans les médias, nos actions seront limitées. C'est vrai. Donc je pense que pour notre part, nous voulons dire merci et félicitations au docteur Kodom et son équipe ici qui est avec nous. C'est Kala de l'autre côté. Voilà. Sylvain Wanso. Très bien. Esaïe Jimso, Paul Sou, Nachat Tchazodi, Aticho Degbevi, Émilie Gavlo. On a Prosper Jassia, en gros, Patrick Koudaya, il y en a plein, Jacques Sarakwacha au niveau de la rédaction, Deborah Nossa, Tourine, il y a Christelle Wang, Ezekiel Arolou, j'espère que je n'oublie personne. Non, sinon vous allez faire des jaloux. Donc tout ce monde-là... Bon, sinon j'ai prononcé tous les noms, et ceux qui n'ont pas entendu le nom, c'est qu'ils ne m'ont pas bien suivi. Donc bravo à vous. Oui. Parce que nul ne mesure la puissance de l'information. Tout à fait, et surtout l'information santé. Ouais. Vous nous avez donné l'occasion de dire un mot sur ce qu'on pense du financement domestique de la santé. Nous sommes convaincus que, à travers cette émission, certains décideurs donc, du pays nous ont suivis. Nous ont écouté. Quelques lignes vont commencer par bouger. Voilà. Donc, quelques lignes. Tout
Tout à fait. Quelle politique. On commence toujours gratuit, petit à petit. Voilà. Donc, vraiment, merci. Oui. Merci de nous avoir offert gratuitement le cadre. Parce que je disais à mon président, mais c'est quel honneur. Hein? Quel honneur. Le président et un collègue président ici, qui font partie également de l'UOTO. Donc, on a amené la grande maison dans la petite maison. Donc, merci. Oui, merci. Et je ne vais pas oublier vraiment nos partenaires techniques et financiers, qui sont l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH, un partenaire important. Les autres partenaires qui sont l'UNICEF, l'UNFPA, la Banque mondiale, l'international, GIZ, et plein donc de les ambassades, les différentes ambassades qui nous accompagnent, l'Union européenne, l'AFD, vraiment tous ces partenaires-là, nous leur disons merci. On a besoin vraiment de leur accompagnement. Ceux dont on a davantage. Ceux qui n'ont pas entendu leur nom, c'est qui nous ont mal suivis. Sinon, nous donnons toujours tous les noms. Le ministère de la Santé avec vraiment le premier partenaire. Voilà. Donc nous collaborons. Donc nous leur disons merci. On va davantage les approcher pour mieux renforcer notre collaboration. C'est qu'avec le nouveau président, il va beaucoup l'emphase sur le partenariat. Exceptionnellement, comme c'est votre maison, vous continuez de grignoter le temps. Voilà, justement. Vous finissez avec un gros anniversaire, avec son docteur et le président va conclure. Il y a notre président, le président du conseil, tout à fait. Qui fait vraiment des efforts. Il a été, je veux vous le dire, c'est celui-là, entre-temps, il y avait une suspension de collaboration entre le Togo et le Fonds mondial. Donc, c'est le chef de l'État. Actuellement, le président du conseil, c'est un chef de l'État, qui a pris son avion de Lomé à Washington pour aller négocier la reprise de la coopération. Oui, c'est lui qui l'a fait. Et donc aujourd'hui, le financement de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme se poursuit pour l'essentiel gratuitement grâce à cet acte-là. On espère qu'il retournera pour que l'USAID ressuscite. Voilà, et qui regarde vraiment le financement domestique à destination donc de la santé. Monsieur Aristide Abita Adjenda, vous êtes le directeur exécutif de l'UOTO. Merci d'être passé. Et ce docteur qui vous remercie aussi d'avoir accepté l'invitation. Et nous allons nous retrouver pour d'autres occasions. Le sujet, il est vaste, on ne le finira jamais pour le peu de temps qu'on a consacré. Et cette émission, je le rappelle, est enregistré à un jour spécial pour nous, vous l'avez dit, notre anniversaire, mais 2025 se poursuit, d'accord? Nous nous retrouverons. On va finir avec vous, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur Issifou. Monsieur le président, très très fondateur. Après la prise de parole du directeur exécutif, très très large et dense, je pense que je n'aurai pas grand chose à dire dans le mot de fin. Donc, en tout cas, je voudrais m'aligner sur ces mots pour remercier véritablement SOS Docteur TV. Féliciter mon champion, on s'appelle souvent des champions. Le docteur Kodom qui fait beaucoup dans le domaine de la santé pour le pays. Le grand entrepreneur de la santé. Oui, le grand entrepreneur de la santé. Et qui apporte véritablement un épanouissement sur ce secteur, dans ce secteur-là, aux populations. Et joyeux anniversaire à vous, parce que 5 ans, ce n'est pas 5 jours. On était ici, on lançait cette télé en 2019, et puis voilà, aujourd'hui, elle fait déjà 5 ans. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, beaucoup de courage à vous, que Dieu facilite et Dieu renforce davantage ce joyau que vous avez mis en place, qui parle de la santé pour l'Afrique
Oui. Et c'est véritablement une bénédiction pour notre pays. Oui. Et je voudrais aussi remercier le gouvernement pour le soutien et surtout la dernière fois, notre Assemblée générale, l'atelier de capitalisation et l'Assemblée générale, où le gouvernement s'est fortement représenté et nous avons échangé avec les cadres du ministère de l'administration territoriale et échangé sur plusieurs volets sur lesquels nous avons décidé de continuer les échanges. Absolument. Et avant de chercher vraiment à établir un dialogue entre la société civile et l'État, et pour discuter de façon sincère de notre collaboration et de comment nous pouvons renforcer nos liens pour donner cette satisfaction à la population. De toute façon, faire bouger les lignes. Oui, faire bouger les lignes davantage. Donc, je pense que nous sommes véritablement engagés sur ce secteur. Oui. Et comme l'a dit, nous avons dédié notre mandat également sur les questions de partenariat. Et nous allons travailler suffisamment sur ce volet de partenariat afin que les partenaires que nous avons aujourd'hui puissent être renforcés au niveau de Lionto, parce que Lionto, véritablement, est une grande fêtière et qui regroupe beaucoup d'ONG sur l'ensemble du territoire, qui ne sont pas assez visibles et qui font énormément de choses qui sont cachées. Et c'est la raison pour laquelle il disait tout à l'heure que les médias sont extrêmement importants, parce que sans les médias, nos actions seront limitées. Nous attendons justement qu'avant la fin de 2025, un gros partenariat avec un gros paquet de millions puisse être signé avec son docteur TV. Sur le financement domestique. Mais voilà, 2020-2025, vous l'avez dit, ce n'est pas rien. Exactement. C'est un défi, mais le champion reste le champion. Il ne tape pas poteau, comme il aime. Et donc, il continue. Mais n'empêche que la télé doit survivre également. Exactement. Tout comme la santé doit survivre. Donc nous devons travailler ensemble et nous espérons de vive voix que les médias justement soient mis au cœur. Et surtout dans le domaine de la santé. Et ce docteur TV qui est une exclusivité continentale, vous l'avez dit, pourquoi pas d'ailleurs, internationale, puisse contribuer justement à ça et nous en sommes fiers. Je ne sais pas si vous vouliez chanter Joyeux anniversaire, je vous voyais. Ben oui. Bon ben voilà. On va chanter. À vous l'honneur. À vous l'honneur. On va chanter. À vous l'honneur. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire SOS TV. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, merci. Monsieur Gallo Bema, vous êtes formidable. Voilà, il est formidable, très très formidable. Président du conseil d'administration de Lionto, la fêtière des organisations de la société civile du Togo. Merci d'être passé. Nous vous remercions très sincèrement. Nous avons parlé donc du financement domestique pour consolider l'accès des populations aux soins de qualité. Donc le rôle qu'est le vôtre. Nous vous souhaitons bon vent pour cette nouvelle mandature et qu'on se retrouve très bientôt avec un bilan élogieux. Merci. Chers téléspectateurs, voilà, c'est ça, les grands enjeux. Et c'est ça aussi, ce docteur TV. Et c'est ça aussi les 5 ans. Merci. Merci.